Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 4 janvier 2024 et aujourd'hui, eh bien, on va faire comme d'habitude notre point de situation hebdomadaire, même s'il faut le reconnaître que cette semaine a été quand même extrêmement compliquée, très courte, très tranchée, très hachée, pour cause évidente de fête de Nouvel An. Nous venons donc de vivre une semaine hybride sur les marchés financiers. Hybride parce que la plupart des marchés ont observé bien sûr la pause de Nouvel An, comme vous le savez. Et comme vous le savez également, certains plus que les autres. La Suisse n'a pas été ouverte beaucoup, elle a été ouverte que 2 jours cette semaine, tout comme la semaine d'avant, ce qui fait que forcément, il y a quand même moins de choses à dire, moins de choses à raconter, même si on peut tergiverser très longuement sur cette année 2024 et commencer déjà à se chauffer sur 2025. Ce Swiss Bliss sera donc articulé dans 2 directions. Tout d'abord, on va parler de ce qui s'est concrètement passé cette semaine entre les huîtres et le champagne, et puis après, on va rapidement revenir de manière éclair sur ce qu'il faut retenir de 2024. Et comme nous avons une mémoire qui tient difficilement au-delà de 15 jours, on parlera très brièvement de ce que l'on attend pour 2025. Mais alors vraiment très brièvement. Alors tout d'abord, du côté économique en Suisse, on a terminé l'année un peu à l'image de ce qu'elle nous a montré durant 12 mois. Le COF a baissé en décembre et les perspectives pour l'économie sont plutôt modérées en Suisse. L'ensemble des indicateurs montrent uniformément une évolution négative. En tous les cas, si je me rappelle tout ce qui a été dit sur l'économie suisse en 2024, on a l'impression que ça a été mou et la dynamique de l'économie helvétique ressemblait globalement à un spaghetti trop cuit qui aurait été abandonné au bord de l'assiette, et 2025 n'a pas l'air de s'ouvrir sous de meilleurs auspices. Pas forcément pire, mais pas mieux non plus. L'indice PMI manufacturier de la Suisse a baissé à 48,4 en décembre, contre 48,5 le mois précédent, toujours en dessous du seuil de croissance des 50 évidemment, et le dernier chiffre est légèrement supérieur aux attentes du marché qui était à 48,3. Et puis l'indice PMI des directeurs d'achat du secteur industriel s'est légèrement contracté encore une fois à 48,4 contre 48,5 au mois de novembre. Sur un an, on retiendra que le SMI a donc pris un peu plus de 4%, mais c'était vraiment très laborieux. Et on a très honnêtement pas passé loin de la correctionnelle. Et si on se penche un peu sur la performance annuelle des membres du SMI, Lonza prend 51,5% et est de loin la meilleure performance devant Swiss Re avec 38,8%. Sandoz prend 37,4%. Et à l'inverse, vous avez Adecco qui perd 45,8% et qui affiche le plus fort recul annuel. Derrière, il y a Kuehne+Nagel avec 28,3% et Swatch avec 27,8% de baisse. Nestlé avec 23,2% de baisse a plombé la performance annuelle de l'indice, alors que Roche et Novartis, qui gagnent chacun 4,5%, ont légèrement fait mieux que le SMI avec ses 4%. Et puisque l'on parle de performance annuelle, on notera que 2024 a été une année particulièrement agitée sur les marchés financiers, mais qui à la fin, il faut quand même le reconnaître, aura été quand même vachement spectaculaire. Tout d'abord, on retiendra qu'on a battu des records. Alors, d'accord, pas forcément en Suisse, ni en France, mais disons que du côté de Wall Street, on s'est fait plaisir. Les 3 indices de référence ont battu, que dis-je, pulvérisé leurs précédents records, et le Dow Jones a franchi la barre mythique des 45 000, le S&P 500 a passé les 6 000, même s'il termine un poil en dessous, et le Nasdaq a franchi la barre des 20 000. Merci la tech, merci l'intelligence artificielle, encore une fois, pourvu que ça dure, parce que sans cette équipe, 2025 ne sera pas aussi simple. Toujours au niveau des records et des performances stellaires, on notera que Nvidia tourne autour des 180% de performance en 2025, et Tesla reprend plus de 70%, merci monsieur Trump, Microsoft progresse de 15%, Amazon de plus de 50%, Apple avance de 35% et Meta grimpe de 70%. Google progresse tout de même de 40% sur l'année avec toutes les casseroles qu'ils ont aux fesses, juridiquement parlant. Et puis, on peut parler de l'Allemagne. En revanche, après une année horribilis économiquement parlant, avec l'effondrement du secteur automobile, le ralentissement de la croissance et une crise politique majeure qui couve, qui n'est d'ailleurs pas terminée puisqu'on aura des élections en février, le DAX retrouve quand même le moyen de boucler l'année pas loin des 20 000 points avec une hausse de près de 20% sur 12 mois. Et on retiendra en tête de pont les performances de SAP, plus 70% sur l'année, et Siemens Energy, plus 319%.
Bon, je vous fais grâce, en revanche, des performances de Volkswagen, de BM et de Mercedes. L'année aura également été très politique, puisqu'aux USA, la victoire de Trump a fait littéralement exploser les indices, emballés par les promesses de dérégulation et une baisse d'impôts. Les promesses qui sont définitivement inflationnistes, mais qui ne font définitivement plus peur à personne. C'est absolument hallucinant. Le meilleur exemple de l'impact de Trump, c'est la performance de Tesla. Depuis que son CEO, Elon Musk, s'est rapproché du futur nouveau président, ça est la performance des cryptos depuis que Trump a gagné. Et ça n'est probablement que le début, si l'on en croit les experts. En France, la dissolution de l'Assemblée nationale a en revanche cassé les pattes arrière du CAC 40, qui affichait une croissance de 6% sur l'année avant juin, pour finalement reculer de 2,15% à la fin de l'année. Merci Monsieur Macron. Et pour la suite, on n'a visiblement pas fini de rire, puisque la préoccupation primaire du gouvernement Bayrou, c'est avant tout de s'assurer le cumul des mandats pour payer le leasing de la Porsche, bien sûr, plutôt que de relancer l'économie ou de reconstruire Mayotte. Gouvernement Bayrou qui risque bien de sauter à la première occasion, puisqu'à l'intérieur de ce nouveau gouvernement, il y a encore plus de macronistes que dans celui de Barnier, et que le plan Bayrou pour le budget, c'est, selon ses dires, plus ou moins le même que celui de Barnier. La folie, donc, c'est de refaire sans cesse la même chose et de s'attendre à un résultat différent. On voit aussi que les investisseurs ont un peu plus de doutes sur la France que sur l'Allemagne, puisque l'écart entre les taux d'intérêt sur le 10 ans entre la France et l'Allemagne s'est agrandi, évoluant autour des 0,80 points de pourcentage fin décembre, alors qu'au début de l'année 2024, on était à 0,50 points. En 2025, on va donc se concentrer massivement sur l'intronisation de Trump et la mise en œuvre de son projet, comprenant tarifs douaniers, fonds stratégiques en Bitcoin, et puis en février, il y aura les élections anticipées en Allemagne, avec un peu de bol, la démission de Macron au printemps. Autrement, vous l'avez vu, vous le savez, l'or a battu des records, le Bitcoin a battu des records, des matières premières comme le café ou le cacao ont aussi battu des records à cause des mauvaises conditions météorologiques. Et puis les grandes banques centrales ont entamé des cycles de baisse des taux en 2024, après les avoir hissés à des niveaux historiquement élevés pour lutter contre l'inflation. La Banque nationale suisse a ouvert la voie en mars, avant la Banque centrale européenne en juin, et puis la Banque d'Angleterre en août, et la Fed, bien sûr, en septembre. Et les investisseurs se sont interrogés sur le rythme adéquat à adopter, pas trop vite pour éviter de relancer l'inflation, pas trop lentement pour soutenir l'activité économique. Et puis bien sûr, on a des doutes sur l'emploi aux États-Unis, des doutes sur l'inflation et des doutes sur l'avenir de la politique monétaire selon la Fed. Lors de sa dernière réunion, Powell s'est montré un peu plus prudent pour la suite. Il a changé son dot plot chart et envisage donc moins de baisse des taux que prévu pour conserver le trend baissier de l'inflation. En revanche, la BCE de son côté va continuer à coût de 25 BP par réunion et la BNS, elle va probablement aller en taux négatif encore une fois durant l'année. Au niveau de la croissance, l'Europe termine l'année dans le coma et 2025, ce sera hyper délicat à manœuvrer parce que le moindre ralentissement économique va forcément entraîner l'Europe en récession. Et donc, de nouveaux downgrades sur la dette française pour changer, sans compter que Madame von der Machin, la patronne de l'Europe, entame l'année avec une méga pneumonie. Pour l'instant, elle est off pendant 15 jours. Avec un peu de bol, elle va démissionner pour laisser la place au génie économique de Thierry Breton. Oui, Thierry Breton, c'est d'ironie. Si on veut vraiment voir l'Europe s'effondrer, la meilleure solution, c'est de mettre Breton aux commandes. Bref, en 2025, on prendra les mêmes. On va recommencer avec peut-être un petit truc en plus. C'est le retour de la Chine qui pourrait bien nous offrir quelques surprises. Des surprises à la hausse, on s'entend bien. Mais revenons à la semaine qui vient de s'écouler. Après le 2 janvier, on a déjà commencé à avoir peur pour la Chine puisque les premiers chiffres de 2025 ont montré que le moral des entreprises manufacturières s'est nettement dégradé en Chine. Donc, en France, la production manufacturière de décembre a vécu aussi son plus fort repli depuis mai 2020. Et selon des données qui ont été publiées jeudi dernier, l'indice PMI des acheteurs pour l'industrie manufacturière en France s'était appli à 41,9 contre 43,1 en novembre. On est donc bien loin des 50 qui nous laisseraient fantasmer sur la moindre croissance dans l'Hexagone. On notera que le pétrole repart également à la hausse, tout comme le gaz. Les intervenants parient sur une vague de froid à venir ces prochains temps aux États-Unis.
ce qui va donc booster les énergies. Le WTI est à 74 $ et est au bord de la cassure à la hausse. On va voir tout à l'heure sur les graphiques. Et puis le gaz, pour l'instant, ça ne fait que monter. Il faudra aussi retenir que le luxe s'est déjà fait allumer en début d'année en cause, bien sûr, des craintes de mauvaises perspectives de l'économie chinoise. Encore une fois, alors notez bien ce type de réflexion et de réaction parce qu'à chaque mauvaise nouvelle sur la Chine, ça va être pareil. Et à chaque bonne nouvelle, ils vont tous pédaler derrière le luxe pour surtout pas rater le rebond du luxe. Et puis aux États-Unis, on notera une nouvelle nouveauté. Les actions des fabricants de boissons alcoolisées, dont des boîtes comme Brown-Forman ou Molson Coors, se sont pété la figure à la suite d'une publication d'un avis du ministre américain de la Santé, M. Vivek Murthy, qui souligne le lien direct entre la consommation d'alcool et un risque accru au cancer. Du coup, il appelle à l'apposition d'avertissement contre le cancer sur les boissons alcoolisées. Et visiblement, le gouvernement Biden se dépêche de faire toutes les conneries possibles et imaginables avant de se faire virer le 21 janvier. Et puis, pour terminer cette revue de la semaine et de l'année, on notera aussi que Tesla va dans tous les sens depuis 10 jours, entre prise de profit de fin d'année, vente de voitures décevantes, anticipation des robotaxis. En tout cas, je vous dis, il est vraiment pas simple de prendre une position sur le titre actuellement, mais en tout cas, les traders qui font du très court terme doivent beaucoup s'amuser. Et puis, dernière petite statistique, la période entre Noël et Nouvel An n'avait plus été aussi mauvaise en termes de performance depuis 1952. Bon, après, vu l'amplitude des mouvements dans ce genre de période qui oscille entre 1 et 1,3%, c'est pas simple d'en tirer la moindre conclusion, mais ça fera toujours quelque chose à raconter lors du prochain jeudi. Si on regarde les performances de la semaine, donc vous voyez que Shanghai perd 5,5% pour bien entamer l'année. Le pétrole est en hausse de quasiment 5% à l'autre extrême. Et puis autrement, vous voyez que le reste, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Le Dow Jones perd 0,6%, le S&P perd 0,47% sur la semaine. Et puis alors voilà, autrement sur l'Europe, vous voyez que la Suisse a repris 0,14% avec ses 2 jours de trading sur la semaine. Le SOX est en hausse de 0,8%, c'est un petit signe positif et l'or continue de monter plus 1,39%. Si vous regardez les performances de l'année, alors vous voyez clairement que le Bitcoin a pris 121% cette année, le Nasdaq 35%, le Semiconductor Index malgré tout 30%. L'or est en hausse également de pas loin de 30%, le S&P 500 avec ses 26% de hausse, le DAX qui prend donc 20%, et autrement le SMI, vous voyez qu'il gratte péniblement ses presque 4%, et le CAC 40 qui fait partie des 2 losers de l'année avec l'indice brésilien qui lui est beaucoup plus bas cette année. Donc voilà, on a assez parlé du bilan aujourd'hui, mais l'un dans l'autre. Et ça s'est plutôt pas mal passé et on a quand même des très belles performances sur certains indices en cette année 2024. La seule chose que je peux dire après tout ça, c'est pourvu que ça dure. Avant d'aller plus loin, on va juste rapidement retenir ce graphique. Vous voyez aujourd'hui, c'est les objectifs pour la fin 2025 selon les grandes banques d'affaires. Vous voyez que le S&P 500 oscille entre 7007 et 6400 pour les moins optimistes, qui sont l'UBS d'ailleurs. Wells Fargo est au top avec ses 7007. Donc si ils ont raison, ce sera 15% de hausse supplémentaire sur le S&P 500. Ce qui n'est pas terrible, franchement, par rapport à ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. Vous voyez quand même que les objectifs de 2025 sont relativement bien plus timorés que ce que l'on a vécu en 2024. Par contre, si on revient sur les objectifs de 2024, début 2024, eh ben on était plutôt dans ce genre de performance avec des 8-10% annualisés, alors qu'on a quand même aligné pas loin de 25 ou 30% selon les indices où l'on se place. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, parce que ça reste quand même de la prévision, et on sait ce que valent les prévisions boursières depuis très longtemps. Du point de vue technique, vous voyez le SMI, pas grand chose à dire, si on doit juste se concentrer un peu sur le court terme, on est revenu dans cette tendance baissière, ça on était déjà là la semaine dernière, la moyenne mobile des 20 jours fait office de résistance, et vous voyez que pour fêter le début de l'année, on a une dead cross sur le SMI. Le début de l'année hésitant du marché américain, vous voyez qu'on a eu 2 jours d'hésitation et une clôture en hausse relative aux États-Unis. On notera qu'on revient se buter sur la moyenne mobile des 50 jours, la ligne verte que vous voyez ici, et que la moyenne mobile des 20 est en train de partir vers le sud, ce qui veut dire quand même qu'on va avoir une croisement des moyennes mobiles à court terme. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus de croisement de moyenne mobile sur le S&P, sur la moyenne 50 et 20 jours.
Donc attention, peut-être que ça donne une petite tendance baissière à court terme. Pas de quoi paniquer. Enfin, affaire à suivre. Il faudrait qu'on repasse assez rapidement en dessus de la moyenne des 20 jours, ce qui voudrait dire en dessus des 6000 sur le S&P 500 pour se sentir un petit peu plus rassuré en ce début d'année. Après être rassuré en ce début d'année, sachant qu'on va avoir l'investiture de Trump qui devrait encore une fois probablement booster le marché juste pour l'effet de mode, j'imagine assez mal que les gens vont se positionner de manière short juste avant l'intronisation du nouveau patron. Si vous regardez la tendance du Nasdaq maintenant, bien vous voyez que pour l'instant, c'est vraiment une vraie tendance, puisqu'on voit qu'on suit vraiment la moyenne mobile des 50 jours. On s'est posé dessus, on s'est retourné, on repart à la hausse. Pour l'instant, on est en bas de ce range à très haute altitude sur le Nasdaq. Donc à surveiller. Une cassure de la moyenne mobile des 50 jours ne serait pas une bonne nouvelle sur le Nasdaq. Mais pour l'instant, on a envie de dire jusque-là, ça va. Le Dow Jones est en bas du range lui aussi. En revanche, il est en dessous des moyennes mobiles. Alors, on est allé combler le gap ici, ce qui est une bonne chose. On a un point bas extrême en direction des 41 750 sur le Dow Jones qui pourrait nous faire un dernier support. Pour l'instant, on ne doit pas lâcher les 42 250. Et puis, on peut peut-être construire quelque chose, mais on voit que c'est très hésitant depuis quelques temps sur le Dow Jones avec une fin d'année qui a été quand même relativement complexe pour l'indice défensif américain entre guillemets. Le DAX, ça se passe de commentaires. On a aussi une petite prise de profit depuis 2 semaines. Pour l'instant, on consolide sur la zone des 19 000. L'Allemagne qui va être très préoccupée par l'aspect politique ces prochains jours, et puisque bien évidemment on va avoir des élections au mois de février, à surveiller attentivement. Pour l'instant, pas grand-chose à signaler sur le DAX, si ce n'est que si on continue dans le même mood de 2024, c'est juste des opportunités d'achat qui se dessinent autour des 19 500 sur le DAX. Le CAC 40, toujours dans son range, là il n'y a vraiment rien d'autre à attendre, on est vraiment coincé entre 7400 et 7100 sur le CAC 40. Toute sortie d'un côté ou de l'autre sera intéressante à observer. Évidemment qu'on va être très concentré sur l'aspect politique. On parle déjà de motion de censure qui devrait être déposée par l'extrême gauche d'ici le mi-janvier. Le budget qui devrait être présenté en même temps de toute manière. Bref, on n'a pas fini d'en parler de l'aspect politique. Et puis au niveau de la croissance économique française, on l'a dit aujourd'hui, les chiffres sont pas bons. Et puis le luxe restera un des moteurs principaux à la hausse comme à la baisse sur l'indice en fonction des réactions du marché chinois. Et puis, vous le voyez, le pétrole est dans une zone extrêmement critique, on va dire, à la hausse cette fois. La semaine dernière, je vous parlais de cette résistance dans la zone des 72,25, 72,30. On a cassé. Maintenant, on est en train de lutter avec la moyenne mobile des 200 jours, qui reste une moyenne très importante pour les intervenants américains en général, enfin les intervenants en général tout court. Les 74 $, si ça vient à casser à la hausse, on va aller chercher des niveaux assez intéressants. Niveaux intéressants qui se dessinent par cette tendance baissière dans laquelle on est depuis un bon moment. Si on vient casser les 76,50, allez, les 76,60 sur le pétrole, le WTI, attention, parce que là, on se retrouve dans une configuration explosive à la hausse sur le baril et ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu pour l'instant. On rappelle que Trump veut forer encore ces prochains temps pour garder le prix d'essence au plus bas possible. Donc, il faudra faire très attention à ce baril parce que, très franchement, ce n'est pas vraiment ce qui était prévu, en tout cas pas aussitôt dans l'année 2025. Surtout que pour une fois, il n'y a pas vraiment d'embrasement où que ce soit dans le monde, enfin rien de nouveau qui justifierait une crainte politique au niveau du baril. Puis je vous montre juste le graphique de Tesla, c'est juste pour la bonne bouche. Vous voyez ce que fait Tesla depuis quelques temps. Depuis les élections, le titre était là au niveau des 250. On est monté à 485 au plus haut. Et là, on est déjà revenu à 375. Tout ça, c'est les prises de profit de fin d'année. Et puis, en plus, les annonces des ventes de voitures de l'autre jour qui n'étaient pas terribles. Mais un rebond quand même spectaculaire vendredi pour sauver les fesses de Tesla. En ce qui concerne la fortune totale de Monsieur Musk, tout va bien, rassurez-vous. Pour ce qui est des vedettes de la semaine, eh bien, on commence tout de suite avec Novartis qui a annoncé des premiers résultats positifs pour une étude clinique en phase 3 sur un médicament qui s'appelle l'OAV101IT. Ils ont encore inventé des nouveaux mots, destiné aux patients atteints d'amyotrophie spinale. Et puis, selon l'agence Reuters, le groupe pharmaceutique fait face à la justice aux États-Unis
en raison d'accusations de pots de vin par un lanceur d'alerte en relation avec la distribution du médicament le Gilenya. Après, quand on regarde la performance de Novartis, il ne faudra pas me faire croire que le titre a bougé sur ces infos en particulier, puisqu'il a virtuellement rien foutu sur la semaine. Voilà, vous voyez les 2 dernières journées de la semaine, la croix rouge et le point vert. Il ne s'est rien passé sur Novartis. Pour l'instant, on est simplement en bas de ce grand range. Je vous le disais la semaine dernière, moi j'aimerais bien qu'elle revienne un petit peu sur la zone des 84 francs suisses pour essayer d'en racheter. Mais pour l'instant, elle a l'air d'être plutôt stabilisée. À suivre attentivement ces prochains jours, ces prochaines semaines pour voir s'il y a encore un nouveau repli. Mais je pense que cette zone-là sera assez intéressante à observer si Novartis venait à y revenir. Autrement, on parle de Cicor. On notera que le directeur général Alexander Hagman table sur une reprise en 2025. Il estime que son action est clairement sous-évaluée pour l'instant. Donc à observer ces prochains temps, même si ce n'est pas un titre qu'on traite régulièrement. Vous voyez le graphique, là aussi, intervention dans le journal juste après, en début d'année. En fait, on a la hausse derrière, une deuxième hausse de suite et un redégonflement. Enfin, l'un dans l'autre, ça a quand même été plutôt positif. Difficile d'en tirer la moindre conclusion, si ce n'est que sur le long terme, on a l'impression qu'il y a eu une espèce de phase de recovery sur Cicor qui s'est construit ici. Et il faudra être attentif sur les cassures qu'on pourrait éventuellement faire en allant chercher ces... Ah là là, on va y arriver. Alors, on allant chercher ces points-là. Vous voyez qu'on est en train de casser cette zone relativement importante. Si on vient s'établir là en dessus, ça risque d'être assez impressionnant sur le comportement futur de Cicor. Chez Evolva, on a annoncé le départ de l'actionnaire de référence, un fonds d'investissement qui s'appelle Nice and Green. Ce dernier a vendu toutes les actions qu'il possédait sans donner l'identité de l'acquéreur. Alors pour l'instant, le marché parie tout simplement sur le fait que quelqu'un vient d'acheter un gros paquet d'actions pour essayer de monter au board et de redynamiser la chose du côté d'Evolva. Et c'est pour ça que ça montait sur l'annonce. Et puis, Pierer Mobility a fini en nette hausse. La maison mère autrichienne Pierer Industries a déposé un plan de restructuration auprès d'un tribunal local. Et selon un communiqué qui a été publié vendredi, le projet prévoit l'amortissement total des emprunts et autres titres de dette pourvu que le plan fonctionne. Sinon, ça va se compliquer très rapidement. Je ne vous montre pas le graphique parce que ça ne veut strictement rien dire. Chez Swisscom, le géant bleu a annoncé jeudi avoir finalisé le rachat de Vodafone Italia au 31 décembre, soit un tout petit peu plus vite que prévu. Cette opération, qui représente 8 milliards d'euros, place le groupe au 2e rang des fournisseurs de services télécom en Italie, juste derrière TIM. D'un point de vue graphique, ça ne représente pas grand-chose sur Swisscom. Vous voyez que c'est extrêmement, si j'osais, je dirais chiant pour l'instant. Il ne se passe vraiment rien, c'est des journées d'hésitation. Néanmoins, on sent qu'on est en train d'essayer de construire un espèce de bottom dans la zone des 500 balles. Alors encore une fois, je n'aime pas cette action et je n'aime pas cette boîte, mais de toute façon, ça paye un dividende et ça peut encore faire du sens pour ceux qui ont envie d'avoir une cash flow machine dans leur portefeuille. Autrement, en Suisse toujours, le géant vert Exane BNP a relevé la recommandation sur UBS, ça outperform, ils viennent de neutral. Et ils ont augmenté l'objectif à 35 francs suisses. L'analyste suppose en tout cas qu'il y a un gros potentiel d'économie et de rentabilité à faire cette année. Ils prévoient de gros rachats d'actions. Et la publication des résultats annuels et des détails sur l'avancement de la restructuration devrait probablement agir comme catalyste selon les analyses de la grande banque française. Donc, très belle semaine, écourtée, mais très belle semaine quand même pour l'UBS. Vous voyez que l'UBS revient de nouveau quasiment tout en haut là, de son range. Alors là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études en analyse technique. Vous voyez clairement que le jour où on casse, allez, on va dire les 29,50, l'UBS va s'ouvrir une toute nouvelle perspective. Alors pour information, selon Exane BNP, l'UBS devrait finir cette année, ou en tout cas monter cette année, jusque-là. Pour bien commencer l'année, on notera aussi que Helvetia va supprimer 500 postes, dont 200 à 250 postes en Suisse, qui sont liés avec leurs nouvelles mesures d'efficacité opérationnelle qui viennent d'être annoncées il y a quelques jours. Une partie de ces emplois seront relocalisés à l'étranger. Du coup, ça confirme simplement
une information qui circulait déjà dans le marché depuis quelques temps pour Helvetia. Et puis autrement, le groupe bernois de remontée mécanique Jungfraubraun a annoncé un démarrage record de sa saison hivernale 2024-2025. Ils vont de nouveau franchir la barre des millions de passagers comme pour l'an passé, pour leur principale destination, la Jungfrau. Et oui, il y a des places de bourse qui s'excitent avec l'IA. Et nous, il nous reste les chemins de fer hors de prix qui grimpent dans la montagne. Mais enfin, c'était une bonne nouvelle pour la Jungfrau, mais aussi pour l'ensemble des stations de ski en hiver qui devraient avoir un très bel hiver. À voir comment ça a démarré. Pour la semaine à venir, on va tout de suite attaquer dans le dur avec les données sur l'emploi du mois de décembre. On aura donc cette semaine, bien sûr, l'emploi ADP mercredi et les NFP qui sortiront vendredi. On verra s'ils ont fait des progrès pendant les fêtes de Noël. Et puis, autre donnée sur le calendrier, il y a également les commandes d'usine de novembre qui sortiront dès lundi, le crédit à la consommation de décembre, mercredi, et le sentiment préliminaire des consommateurs pour le mois de janvier dès la fin de la semaine. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce premier Swissbliss de l'année. Alors donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui ne manqueront pas d'arriver ces prochains jours et ces prochaines heures. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, de partager, de commenter. Et moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve déjà lundi matin pour reprendre nos Morning Bull live habituels. Passez un excellent week-end, samedi, dimanche, tout ça. Profitez, skiez, amusez-vous. Buvez pas parce qu'ils ont dit aux États-Unis que c'était pas bon. Et puis, on se retrouve bien sûr lundi. Allez, profitez bien. Bye bye.